on reconnaît pas mal de visages dans la salle, vu qu'il y a certaines personnes qui ont participé à l'éducation thérapeutique. Là, c'est vraiment une journée qui est faite pour les patients, pour leurs proches, et pour parler de cette maladie rare qui est l'hypoparathyroïdie. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont en hypoparathyroïdie post-op. Il y a aussi des hypoparathyroïdies congénitales ou auto-immunes. J'ai une feuille avec ce que je dois vous dire. Donc oui, il y a des choses qui ne vous concerneront pas forcément, mais l'idée, voilà, c'est de parler un petit peu des cas généraux. Et le but, c'est que vous puissiez vous rencontrer, voir que vous n'êtes pas tout seul. Et le format, c'est vraiment pour vous et pour vos proches. Donc c'est très ouvert. Donc si vous avez envie même d'interrompre, de dire quelque chose, il y aura temps de discussion. On est là pour vraiment discuter, échanger, et que voilà, vous puissiez récupérer des informations sur la maladie et puis améliorer aussi votre qualité de vie. Les infos pratiques. On aura particulièrement une boîte à questions qui va être qui est posée à côté du café d'accueil. Donc, pendant la table ronde cet après-midi, on va ouvrir cette boîte à questions et y répondre. Si jamais vous intervenez à l'oral et vous voulez, la journée va être filmée, si jamais vous voulez que votre voix soit effacée, anonymisée, vous venez nous dire. Vous n'avez pas à être exposé si vous ne le voulez pas. Sachant que Yvonique, qui fait la retransmission, vous filmera que de dos, et donc votre tête ne sera pas après sur YouTube, etc. Mais voilà, vous nous direz ça. Et donc la boîte à questions, c'est pour ceux qui n'oseraient pas forcément parler en public, mais après, ce sera ouvert vraiment pour discuter, pour ceux qui n'ont pas de souci à s'exprimer à l'oral. Et alors les infos pratiques, donc vous avez vu café d'accueil. Vous pouvez à tout moment, si vous ne vous sentez pas bien, fatigué, besoin de prendre l'air, c'est assez ouvert. Il y a une porte derrière, il y a une porte sur le côté. Sentez-vous libre de bouger, de faire un break, de vous hydrater. Et juste avant la présentation de 11h, il y aura 5-10 minutes finalement de préparation qui vous permettra aussi de faire une petite pause aussi à ce moment-là, si vous voulez. Les toilettes, c'est là-bas. Il faut prendre ici, puis c'est tout au fond. Et le repas du midi sera servi dehors, donc ce sera quelque chose de debout, vous pourrez circuler, il y aura les stands de l'association Hypopara France et le stand du programme d'éducation thérapeutique qui seront là. Et c'est bon ? Ok. Et donc, cette journée, elle est possible uniquement parce qu'elle a été financée par le laboratoire Amolyt, dont on va parler aujourd'hui, notamment dans les nouveautés des traitements de l'hypopara. Donc, vraiment, merci à eux. Je ne trouve pas Blandine qui est là. Vraiment, merci, parce que l'année dernière, on avait juste pu faire un webinaire. Donc, c'est vraiment grâce à eux qu'on peut se retrouver là. Et puis, je pense que maintenant qu'on a fait le tour... Voilà, ça on en reparlera à midi. Et je vous propose qu'on commence pour pas trop tarder. Et donc j'ai le plaisir dans cette journée de l'hypopara de faire venir des chirurgiens qui donc provoquent potentiellement de l'hypopara. Donc respect à eux. C'était un exercice pas facile. Donc on a demandé à tous les participants de ramener des tomates ou des choses comme ça. Donc Samuel Frey et le professeur Éric Miraillet, qui sont tous les deux chirurgiens au CHU de Nantes, et alors qui font très peu d'hypopara, heureusement, mais qui connaissent bien la maladie, qui savent les risques, qui comprennent le phénotype, qui comprennent tous les symptômes, etc., et qui travaillent énormément, on travaille ensemble sur la qualité de vie de l'hypopara. Donc ils font beaucoup d'études, et notamment une étude encore à venir pour essayer justement d'améliorer les choses dans l'hypopara. Donc respect à eux. Et voilà. Et donc je te laisse commencer, Samuel. Eh bien, merci beaucoup. Alors, il me semble que mon diapo est déjà ouvert. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, je suis le docteur Samuel Frey. Je travaille dans le service de chirurgie digestive et endocrinienne du CHU de Nantes, qui est dirigé par le professeur Éric Miraillet, ici présent. Alors, pour commencer, évidemment, je remercie l'organisation de m'inviter à parler aujourd'hui de ce sujet qui nous tient tous à cœur, d'autant plus quand on en est les principaux promoteurs en tant que chirurgien. Alors, mon propos là va se concentrer essentiellement sur, et même exclusivement sur l'hypoparathyroïdie post-opératoire, puisque c'est celle que nous on connaît. Malheureusement, je ne connais pas assez les autres causes pour faire au moins semblant d'être à l'aise devant vous pour en parler. Et comment est-ce que nous on essaye de limiter le risque en 2023 de cette complication ? Alors, je ne vous apprends rien en vous disant que les glandes parathyroïdes sont 4 ou plus, mais généralement 4 petites glandes qui sont situées dans le cou et qui sont situées en arrière d'une glande de plus gros volume qu'on appelle la thyroïde, qui est constituée de 2 lobes. Et alors juste pour mettre un peu les choses dans leur contexte, parce qu'il y aura quelques images comme ça pour illustrer mon propos, la glande thyroïde ici, elle se situe en avant de cet organe cartilagineux qui s'appelle le larynx, qui est la première partie des voies aériennes supérieures, donc c'est la pomme d'Adam en pratique, et qui se continue par la trachée. Donc vous voyez ici la thyroïde qui est constituée de 2 lobes, et de part et d'autre vous avez des vaisseaux à destinée du cerveau
cerveau qu'on appelle les artères carotides. Alors l'hypoparathyroïdie post-opératoire, évidemment quand vous voyez ce schéma-là, vous comprenez qu'elle est généralement due à une opération de la thyroïde, l'ablation de la thyroïde qu'on appelle une thyroïdectomie totale. Puisque vous voyez que ces petites glandes jaunes, elles sont vraiment en contact étroit avec cette glande thyroïde. Alors évidemment, il y a d'autres causes d'hypoparathyroïdie post-opératoire. Ça peut être une chirurgie des glandes parathyroïdes en elles-mêmes. Ça reste quand même très exceptionnel. Ou d'autres chirurgies, type justement chirurgie du larynx, qui peuvent abîmer les glandes. Alors, juste pour replacer un petit peu les différents acteurs dans leur contexte, vous le savez, les glandes parathyroïdes, elles ont pour rôle de réguler le métabolisme du calcium, ce qu'on appelle le métabolisme phosphocalcique, le métabolisme du phosphore et du calcium, en sécrétant une hormone qui s'appelle la parathormone, ou PTH, que vous connaissez très bien, et qui va avoir un effet, qui va avoir un certain nombre d'organes cibles afin de réguler la calcémie. La PTH, elle agit sur l'os, donc elle entraîne ce qu'on appelle une déminéralisation, elle va libérer le calcium qui est contenu dans l'os. Donc ça va augmenter la calcémie sérique, donc le calcium sanguin. D'autre part, elle agit également sur le rein. Alors elle va avoir plusieurs effets au niveau du rein, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais la PTH, elle va augmenter par exemple la réabsorption du phosphore par le rein. On va uriner on va uriner plus de phosphore, donc ça va réduire la phosphorémie, c'est-à-dire le phosphore dans le sang. Elle va augmenter la réabsorption du calcium par le rein. On va uriner moins de calcium et donc augmenter le calcium dans le sang. Et également, il y a un acteur qui est important et que je voulais introduire à ce moment-là, qui est la vitamine D. La PTH, elle va venir agir sur la vitamine D par l'intermédiaire d'enzymes, l'activer, et cette vitamine D, elle a pour rôle d'augmenter l'absorption par l'intestin du calcium, encore une fois, pour augmenter le calcium dans le sang. Et puis évidemment, tout ça, ça fonctionne un petit peu comme un thermostat. Quand le calcium augmente, il va y avoir une diminution de la sécrétion de PTH. En fait, tout ça, normalement, est finement régulé et devrait rester relativement constant. Évidemment, l'hypoparathyroïdie, c'est quand les glandes parathyroïdes ne fonctionnent plus ou fonctionnent mal. La PTH diminue et la calcémie diminue. Alors, comment on en arrive à une hypoparathyroïdie post-opératoire? Donc, je vous l'ai dit, dans la grande majorité des cas, c'est suite à une opération de la thyroïde. On va retirer la thyroïde. Donc là, vous avez deux schémas qui sont à peu près identiques. Sur celui-là, donc l'avant est ici. Là, vous reconnaissez le larynx. Et on a tiré, en fait, sur le lobe de la thyroïde. Et vous voyez ces deux glandes qui sont situées vraiment à proximité du lobe. Alors, on peut penser que l'hypoparathyroïdie, elle est surtout due à une ablation accidentelle des glandes parathyroïdes. Ça peut être le cas, ce qu'on appelle une parathyroïdectomie accidentelle. Donc on retire tout simplement les glandes parathyroïdes par erreur au moment où on retire la thyroïde. En fait, en pratique, c'est souvent une dévascularisation des glandes qui se passe. Vous le voyez par exemple sur ce schéma-là, les vaisseaux qui vont venir vasculariser la glande thyroïde, alors par exemple ici, là c'est une artère qui s'appelle l'artère thyroïdienne inférieure, et bien en fait elle va donner des branches. Vous savez, un vaisseau c'est un peu comme un arbre, hein. Vous avez un tronc, vous avez des branches. Elle va donner des branches aux glandes parathyroïdes, et ici vous avez une autre artère qui est l'artère thyroïdienne supérieure, alors qui est coupée là pour les besoins du schéma, vous voyez ici elle est continue, qui va aussi donner quelques branches pour la glande parathyroïde supérieure. Et au moment où on retire la thyroïde, le risque, c'est de léser ces vaisseaux qui justement vascularisent les glandes et qu'on appelle ça une ischémie des glandes parathyroïdes. Elles sont plus fournies en sang. Donc c'est généralement ça en fait le mécanisme qui conduit à cette hypoparathyroïdie. Alors dans la période post-opératoire, en fait, il faut distinguer deux états. Ce qu'on appelle l'hypoparathyroïdie, nous on distingue généralement deux états qui sont distincts mais qui sont interdépendants puisque le deuxième est toujours la conséquence du premier. La première chose, c'est ce qu'on appelle l'hypocalcémie post-opératoire précoce. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, nous, généralement, entre le 1er et le 7e jour post-opératoire. Alors, cette hypocalcémie, elle a plusieurs mécanismes, dont le principal est une hypoparathyroïdie, dont le principal est une réduction de la fonction des glandes parathyroïdiennes, mais qui va être potentialisée par d'autres facteurs. Par exemple, la carence en vitamine D avant la chirurgie. Alors le schéma un petit peu barbare que je vous montre là, en fait, c'est un résumé des études qui ont été publiées après 2010, des études scientifiques. Vous avez chaque ligne correspond en fait à une étude. Alors vous avez le nom de l'auteur, le journal, l'année de publication, et puis le nombre de patients qui ont été inclus. Dans ces études-là, les auteurs ils avaient regardé uniquement des patients qui avaient une ablation complète de la glande thyroïde, et ils rapportaient la fréquence de l'hypocalcémie post-opératoire. Et donc là, les études, elles sont classées par ordre de fréquence croissante. Vous voyez, par exemple, la première, si on se reporte ici, il y a à peu près 10-15% d'hypocalcémie post-opératoire. Et quand on prend toutes ces études-là et qu'on en fait la synthèse, c'est le point rouge,
Donc sur 211 256 patients, ça fait une grosse population de patients qui ont eu une ablation complète de la thyroïde, on voit une fréquence de l'hypocalcémie post-opératoire qui est de 17%. En gros, on dit entre 15 et 20%. C'est très fréquent, en fait, cette hypocalcémie post-opératoire, mais évidemment, elle n'est pas toujours symptomatique. Il y a à peu près la moitié qui se manifeste par, et ça vous le connaissez bien, des fourmillements, des crises de tétanie, etc. Donc, il faut savoir que voilà, c'est un phénomène qu'on peut observer relativement fréquemment, et heureusement, dans la majorité des cas, ça récupère spontanément. C'est-à-dire qu'on va contrôler les facteurs favorisants et les glandes, en fait, quand on les manipule au moment de la chirurgie, pour les laisser en place, même si on les manipule très bien, il peut y avoir comme une espèce de sidération des glandes qui vont finalement reprendre leur fonction normale. Et peu d'hypocalcémie post-opératoire évolue vers une vraie hypoparathyroïdie permanente. Alors, malheureusement, c'est évidemment toujours trop fréquent. On estime que la fréquence globalement, c'est globalement les mêmes patients qu'à côté, la fréquence globalement est un peu inférieure à 4%. Et cette hypoparathyroïdie permanente, c'est évidemment ce qui vous amène aujourd'hui. Alors, qui développe une hypoparathyroïdie? Qui est à risque de développer cette hypoparathyroïdie permanente? C'est un peu difficile à savoir, parce que quand on a une situation fréquente, comme cette hypocalcémie post-opératoire précoce, il y a beaucoup de patients qui la présentent et il y a beaucoup de données qui sont analysables. On connaît un peu plus cet état-là, évidemment, que l'hypoparathyroïdie permanente, qui est plus rare. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelques facteurs de risque quand même qui sont assez bien décrits. C'est les chirurgies thyroïdienne dans le cas d'un cancer de la thyroïde. Par exemple, vous voyez sur ce schéma-là, en gros, c'est les points rouges qu'il faut regarder. Quand on opère quelqu'un d'un cancer de la thyroïde, on a un risque autour de 4% de développer une hypoparathyroïdie définitive. Vous voyez que quand c'est pour des maladies bénignes de la thyroïde, on a un risque qui est 2 fois inférieur dans cette étude-là. On sait que ce qu'on appelle les curages ganglionnaires, donc le fait de venir retirer des ganglions sur une chirurgie de la thyroïde pour cancer, des ganglions dont on suspecte un envahissement par le cancer, est plus à risque d'hypoparathyroïdie. Les chirurgies pour ce qu'on appelle la maladie de Basedow, qui est une pathologie bénigne de la thyroïde, qui se traduit par un hyperfonctionnement de la glande, avec une glande qui augmente de volume, qui saigne plus au contact au moment de la chirurgie, c'est une chirurgie qui est un petit peu plus difficile, eh bien il y a un risque qui est plus important. C'est plus fréquent chez la femme. J'ai aucune idée de la raison. Le déficit en vitamine D avant la chirurgie favorise l'hypoparathyroïdie, et tout ce qui est malabsorption, notamment du calcium par l'intestin. Alors là, je vous donne l'exemple du bypass gastrique, qui est une chirurgie bariatrique, une chirurgie pour faire maigrir les gens et qui se base justement sur une réduction de l'absorption intestinale. Alors, comment est-ce qu'on doit essayer en tant que chirurgien de prévenir cette hypoparathyroïdie? La première chose, évidemment, c'est l'information. On parle souvent de l'information aux patients, mais c'est aussi l'information aux praticiens. Et ça dépasse même le cadre de l'hypoparathyroïdie. C'est-à-dire quand on est chirurgien, les complications, c'est pas qu'un chiffre, c'est pas que le chiffre que je vous ai montré avant, mais c'est aussi une sévérité. C'est des patients qui vont vivre avec, des patients qu'il va falloir suivre. Donc la première chose, c'est les chirurgiens, ils doivent être au courant de la gravité de cet état-là et savoir que retirer ou dévasculariser des glandes parathyroïdes, c'est pas anodin au moment d'une thyroïdectomie. Alors, dans cet esprit-là, on avait réalisé une étude avec le professeur Mirallier, Lucille Figueres avait participé à l'étude aussi, où on avait comparé la qualité de vie de patients hypoparathyroïdiens post-opératoires avec celle de patients qui avaient eu une ablation complète de la thyroïde, pour essayer de faire un petit peu la part des choses de l'opération de la thyroïde et du fait que les patients, que ces gens-là avaient du lévothyrox, essayer de faire la part des choses et voir ce qui est vraiment dans l'hypoparathyroïdie altérer la qualité de vie. Alors pour ça, on avait envoyé aux patients des auto-questionnaires. Alors, il y avait des patients des différents centres qui sont ici, qui avaient participé, et surtout une grosse participation des patients, des membres de l'association Hypoparathyroïdisme France, qui avaient répondu donc à ces questionnaires, un questionnaire de qualité de vie qu'on appelle l'ESF36, qui est un questionnaire standard, validé, qui décrit bien la qualité de vie, un questionnaire sur la qualité de la voix, qui s'appelle le VHI, et un questionnaire sur les différents symptômes qui sont présentés par les patients hypoparathyroïdiens. Peu importe ce schéma un peu compliqué, juste pour vous dire qu'il y avait 45 patients hypoparathyroïdiens qui avaient été comparés avec 96 patients sans hypoparathyroïdie. Et c'est surtout cette figure-là qu'il faut regarder, qui décrit bien justement la qualité de vie. Cette espèce de toile d'araignée, là, ça décrit les différentes dimensions de la qualité de vie qui sont interrogées par ce questionnaire. Et en rouge, vous avez le cercle rouge, là, ça représente la moyenne des réponses des gens qui n'ont pas d'hypoparathyroïdie, et en bleu, la moyenne des réponses des gens qui ont une hypoparathyroïdie. Donc, de manière basique, plus le cercle est large, meilleure est la qualité de vie. Et on voit, ça saute aux yeux, que l'hypoparathyroïdie altère de manière très sévère la qualité de vie. Ce schéma-là,
sans rentrer dans les détails, nous montrait que l'hypoparathyroïdie également altérait la qualité de la voix de manière très significative. Et ça, c'était intéressant. On avait interrogé justement les gens sur les symptômes qu'ils pouvaient présenter. Alors, je suis désolé, c'est en anglais, mais chaque ligne là, correspond à un symptôme. Muscle pain, c'est les douleurs musculaires, les douleurs articulaires, les paresthésies, etc. Les symptômes un peu classiques, qu'on décrit de manière classique. Et ça avait été discuté en amont justement avec l'association Hypoparathyroïdisme France. Et le rectangle que vous avez à côté, ça décrit en fait la fréquence de ces symptômes dans la population de patients hypoparathyroïdiens. Par exemple, en bleu, là, les douleurs musculaires, vous avez plus de, je ne suis pas en face, mais plus de 50% des patients hypoparathyroïdiens qui présentent ces douleurs musculaires. Alors que le rectangle rouge, c'est les patients qui n'ont pas d'hypoparathyroïdie, vous voyez que c'est constamment moins présenté par ces patients-là. On avait vu en fait que les symptômes que vous présentiez le plus fréquemment, c'était les douleurs musculaires, les douleurs articulaires, les crises de tétanie, les crises d'angoisse et l'exhaustion, c'est l'épuisement. C'était ce qui était ressorti de cette étude. Et puis cette étude, elle faisait le lien entre justement ces symptômes et l'altération de la qualité de vie. Alors, ce qu'on essaye de faire ensuite, évidemment, on est un petit peu limité dans cette étude-là, qui pourtant avait fait parler dans la communauté chirurgicale. Le questionnaire de qualité de vie qu'on avait utilisé, c'est un questionnaire qui est standardisé et qui peut être utilisé un peu pour toutes les pathologies, c'est quelque chose d'un peu général. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est aller un peu plus loin pour enfoncer le clou, et puis on essaie de mettre au point justement un questionnaire spécifique de l'hypoparathyroïdie en se basant sur les symptômes qu'on a observés là, dans cette étude, pour essayer justement de mesurer la gravité des symptômes à un moment donné, mais aussi au cours du temps, éventuellement d'essayer d'évaluer l'efficacité des traitements pour les adapter au mieux. Donc ça, ce sera la suite. Alors, donc, il faut informer les chirurgiens évidemment sur la fréquence des complications, mais aussi sur la sévérité de ces complications-là, avant de pouvoir mettre en œuvre tous les moyens possibles pour prévenir cette complication-là. Alors quels sont ces moyens à mettre en œuvre ? Eh bien, la première chose, évidemment, c'est d'éviter d'opérer quand il ne faut pas opérer. Alors en fait, ce qu'on constate ces dernières années, c'est qu'il y a une réduction des indications opératoires dans certains cancers thyroïdiens, de plus en plus. Là, le schéma très compliqué là, que je vous montre, c'est juste pour illustrer mon propos. C'est pour vous dire qu'il y a eu un consensus, des recommandations là, qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, fin 2022, sous l'égide des différentes sociétés savantes d'endocrinologie, de chirurgie endocrinienne et de médecine nucléaire, sur la prise en charge des gens chez qui on suspecte un cancer de la thyroïde. Donc ça, en fait, c'est un algorithme qui nous décrit les prises en charge possibles à partir de la découverte d'un nodule chez un patient, en fonction de ses différentes caractéristiques. On va pouvoir proposer ce qu'on appelle un monitoring, donc c'est la surveillance, thyroid surgery, donc une chirurgie thyroïdienne, etc., ou même des traitements alternatifs. Et on se rend compte donc qu'il y a certains cancers ou certains nodules suspects de cancer qui méritent plus une surveillance qu'un traitement agressif de type chirurgie, et justement, les complications comme l'hypoparathyroïdie pèsent dans la balance. Évidemment, il y a toujours des situations où on va être obligé de proposer la chirurgie. Et bien dans ce cas-là, il y a aussi, ces dernières années, un élargissement des indications alors de ce qu'on appelle de lobectomie ou de loboïsmectomie. En gros, c'est quand on opère, on ne va retirer que la partie malade de la thyroïde pour laisser le deuxième lobe en place. Donc, dans le pire des cas, on va abîmer 2 glandes, dans le pire des cas, et en laisser 2 totalement vierges de toute recherche et de toute manipulation. Cette chirurgie-là, elle a un risque théorique d'hypoparathyroïdie nul. Donc, si on favorise la loboïsmectomie ou la lobectomie, on n'a pas de risque d'hypoparathyroïdie. Alors encore une fois, les indications s'élargissent, notamment une demande des patients, et ça avait un peu explosé aussi après le scandale du lévothyrox, si je ne dis pas de bêtises. Mais encore une fois, il y aura toujours des indications à retirer entièrement la thyroïde. Et dans ce cas-là, il faut savoir préserver les glandes parathyroïdes. Alors pour vous dire l'importance de la prise de connaissance de la part des chirurgiens de cette complication-là, lors des dernières recommandations dont je vous ai parlé, il y a eu un chapitre, un texte spécifique consacré à la prévention de l'hypocalcémie et de l'hypoparathyroïdie post-opératoire. Donc, ces recommandations, en fait, c'est un panel d'experts qui se regroupent, qui discutent sur la base des connaissances scientifiques à un moment donné, sur la base de leur expérience, pour établir en fait, un certain nombre de recommandations qui vont guider la pratique chirurgicale pour essayer au mieux justement de réduire cette complication. Alors là, on avait établi 12 recommandations, je vais en décrire évidemment que quelques-unes, soit celles qui sont vraiment certaines, qui sont des recommandations fortes, que vraiment tout chirurgien endocrinien doit savoir, et celles qui sont plus des perspectives un peu pour l'avenir.
Alors la première chose, je vous ai parlé, j'ai un petit peu insisté là-dessus, de l'importance de la carence en vitamine D. Vous avez vu, la vitamine D, c'est vraiment un acteur majeur de ce métabolisme du calcium. Et on sait que quand on opère un patient d'une thyroïdectomie totale qui n'a pas assez de vitamine D, on s'expose à un risque important d'hypoparathyroïdie. Il y a également des études qui sont de bonne qualité, qui nous montrent que, en supplémentant les gens en vitamine D, les gens qui en ont besoin, on va réduire le risque d'hypoparathyroïdie post-opératoire. Alors là, ce tableau un peu compliqué, c'est le tableau des recommandations. Ça décrit en fait une étude par ligne. Là, vous avez 4 études. Et par exemple, celle-là, quand on supplémente les gens en vitamine D, on réduit le taux d'hypocalcémie post-opératoire. Vous voyez, on passe de presque 30% à 10%. Donc c'est vraiment une action, c'est vraiment quelque chose qui est important. On sait qu'il ne faut pas opérer quelqu'un en situation de déficit en vitamine D. Ce qu'on avait proposé à ce moment-là dans les recommandations, c'était même un peu du bon sens. C'est vraiment une proposition, c'était même de supplémenter systématiquement tout le monde avant une thyroïdectomie totale, compte tenu de la prévalence, de la fréquence importante du déficit en vitamine D, c'est 30 à 60% des gens en Europe, et du fait que le dosage n'est pas remboursé, le dosage sanguin de la vitamine D n'est pas remboursé. Bon, ce qui est important en tout cas, c'est de ne pas opérer quelqu'un en situation de déficit. La deuxième chose, c'est une recommandation très chirurgicale. Je vous ai montré tout à l'heure les vaisseaux en vous disant que les glandes parathyroïdes étaient vascularisées par les mêmes vaisseaux que la glande thyroïde. Et bien, ce qu'on dit, pour ça il faut avoir une bonne connaissance anatomique évidemment de la zone opératoire, c'est que, donc là vous avez la recommandation, il faut faire la ligature. La ligature, c'est en gros, on met un fil sur l'artère et on la coupe pour éviter qu'elle saigne, pour pouvoir libérer progressivement la glande de ces vaisseaux, la glande thyroïde de ces vaisseaux. On dit qu'il faut ligaturer les branches terminales des artères plutôt que leur tronc. Ça veut dire quoi ? Là, quand vous voyez ce schéma-là, vous avez envie de retirer la thyroïde spontanément en coupant à cet endroit-là pour pouvoir libérer justement la glande de ces vaisseaux. Le problème, c'est que si vous coupez à cet endroit-là, la glande parathyroïde qui est juste derrière, elle ne va plus être vascularisée, elle va nécroser. Donc ce qu'il faut, c'est couper ce qu'on appelle les branches terminales. Vous voyez, on veut couper là, on va couper là, on va couper là, pour laisser la vascularisation des glandes parathyroïdes. Ça, c'est une recommandation qui est très importante et qui se base sur des études de très bonne qualité. Ça, c'est quelque chose que tout chirurgien endocrinien doit savoir. D'autre part, oui. Pardon. Oui, alors, la question, c'est est-ce que c'est quelque chose qu'on sait... Alors, je me remets dessus. Est-ce qu'on est capable de savoir, de prévoir si quelqu'un aura une hypoparathyroïdie post-opératoire ? Non. Oui. On ne peut pas le dire. On ne peut pas en être sûr à 100%. Pardon, merci beaucoup. La chose la plus importante, et ce sur quoi Samuel Frey a insisté, c'est la connaissance dans le milieu chirurgical de la sévérité. Pour moi, c'est le truc essentiel, la sévérité de cette complication. Ça a toujours été connu ou pas ? Cette sévérité, je pense qu'elle a été sous-estimée pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'on se focalisait sur un respect des nerfs des cordes vocales. C'est les petits. Ça, tout, forcément, ça, on en entend très souvent parler. Ça s'entend, donc c'est le truc qui frappe le plus. Et clairement, la complication d'hypocalcémie post-opératoire et a fortiori d'hypoparathyroïdie définitive était négligée. Et c'est pour ça qu'on avait fait ce travail, pour montrer à nos collègues l'importance. Pour répondre plus à votre question, en fait, on peut se dire en post-opératoire immédiat, j'ai tout fait pour préserver mes parathyroïdes. Elles étaient mal placées. Au besoin, on peut laisser des petits fragments de glandes thyroïdes. Faut que je me lève. Des petits fragments, des fragments de glandes thyroïdes sains, vascularisés au contact de la glande parathyroïde, parce qu'on sait que c'est beaucoup plus important de laisser. Ça, c'est moins grave de laisser un morceau de thyroïde au contact d'une parathyroïde pour la garder vascularisée que d'enlever cette parathyroïde pour enlever tout le tissu thyroïdien, même dans des maladies comme la maladie de Basedow où tout le tissu est hyperfonctionnel. S'il reste que des petits reliquats de tissu thyroïdien, il n'y a pas d'effet sur le patient. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus connu. Mais en post-opératoire... Alors, l'importance de l'effet clinique de l'hypoparathyroïdie était sûrement méconnue. Aujourd'hui, on a des moyens biologiques d'avoir quelques heures après l'intervention une idée du fonctionnement parathyroïdien, mais c'est une idée qui n'est pas une certitude absolue.
Si on dose, on peut doser en post-opératoire à 2 heures après la thyroïdectomie, on peut doser la parathormone. Et si votre parathormone est strictement normale, vous savez que vous n'aurez pas de complications. Si elle est basse, vous ne savez pas, comme vous l'a montré Samuel Frey, si vous êtes dans les 15-20% initiaux ou dans les 4% définitifs. Non, pas forcément définitif. Non, et l'aspect des glandes à la fin de la chirurgie est assez trompeur. Et ça ne nous permet pas de prévoir à 100%. Non, ça ne nous permet pas justement de prévoir à 100% le risque. Alors, on va y revenir juste après. L'autre chose... Oui, madame, allez-y. Ben non, je vous en prie. Oui. Alors, excusez-moi. Oui, lors de mon intervention en 91, le chirurgien m'avait dit avant l'intervention, si je n'arrive pas à remettre vos parathyroïdes, je pourrais vous les greffer sur le bras et ça pourrait repartir. Enfin bon, moi j'avais déjà le problème avant. Hein. Oui, mais est-ce que ça, vous êtes... Alors, oui, ça se peut ou pas? Oui, complètement. Alors, dans le bras, maintenant, beaucoup moins. Alors, effectivement, quand on retire la glande thyroïde et qu'il reste dessus, on voit qu'on a retiré par erreur une glande parathyroïde, eh bien on peut la réimplanter, donc c'est votre glande parathyroïde, hein, qu'on peut réimplanter dans un milieu en fait bien vascularisé, riche en vaisseaux, ce qui permet donc quand même la majorité des cas de retrouver un peu une fonction. Alors maintenant on le fait plus trop dans l'avant-bras, on le fait surtout dans ce muscle-là qui s'appelle le sternocleidomastoïdien, qui est le muscle du cou. On écarte juste les fibres musculaires, on remet la glande et on espère une récupération en post-opératoire, ce qui dans la majorité des cas quand même est le cas. Alors, pour aller un petit peu plus loin, il y a une autre question qui se pose, c'est dans le cas, et justement pour revenir à votre question, où on a une glande, alors elle change de couleur quand elle n'est pas bien vascularisée, la glande. Normalement, elle est jaune chamois, et puis elle va évoluer vers le bleu et le noir quand elle va s'abîmer. La question, c'est quand elle a l'air abîmée, est-ce qu'il vaut mieux la laisser en place sans y toucher, ou est-ce qu'il vaut mieux justement la transplanter dans un milieu riche, bien vascularisé? Et ça, en fait, la littérature scientifique y répond plutôt bien. En fait, les études montrent que plus vous transplantez de glandes, des glandes qui sont parties, des glandes qui sont juste d'un aspect un peu douteux. Plus vous transplantez de glandes, plus vous augmentez le risque d'hypoparathyroïdie post-opératoire. Et à l'inverse, plus on l'en laisse en place, donc ce qu'on appelle les glandes in situ, c'est-à-dire on les laisse en place, plus vous les laissez en place, plus vous réduisez le risque d'hypoparathyroïdie post-opératoire. Donc dans le tout, il vaut mieux laisser en place une glande d'aspect moyennement vascularisé qui va peut-être récupérer spontanément. Je vous ai dit qu'il y a une espèce de sidération des glandes parathyroïdes quand on les manipule parce que les vaisseaux se contractent, parce qu'on sort la glande un peu de son manchon graisseux où elle est naturellement. Et ça peut récupérer. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et qui faisait partie des recommandations. Et puis pour terminer, justement pour aller plus loin sur cette idée-là, il y a des techniques aujourd'hui qui sont proposées, il y a des appareils qui sont proposés qui nous permettent de visualiser plus facilement les glandes et éventuellement visualiser aussi plus facilement leur vascularisation. Alors la première technologie, ça se base sur l'autofluorescence des parathyroïdes, c'est-à-dire vous regardez la glande avec une caméra infrarouge et elles ont des propriétés qui font que spontanément, elles apparaissent un petit peu plus claires que les tissus environnants. Vous voyez, ça c'est la thyroïde et ça c'est la glande parathyroïde. Alors ça, c'est des choses qui sont à l'étude actuellement. Les études qui sortent, bon, faut retenir, il y a 3 études vraiment de bonne qualité, dont une seule est vraiment positive sur la prévention de l'hypocalcémie post-opératoire, et non même pas de l'hypoparathyroïdie définitive. Donc aujourd'hui, cette technique-là, on peut dire que ça permet probablement de limiter le risque d'hypocalcémie post-opératoire, donc le phénomène précoce. On ne sait pas ce que ça donne sur l'hypoparathyroïdie définitive, qui est quand même la forme évidemment la plus sévère, la plus grave. Donc en 2023, on ne peut pas dire qu'il faut l'utiliser systématiquement, obligatoirement. On manque encore de preuves scientifiques et c'est encore à l'étude. Et l'autre chose, donc pour rejoindre encore une fois vos questions, c'est qu'avec l'utilisation de ces mêmes caméras, on peut injecter un produit fluorescent qui s'appelle le verre d'indocyanine et qui va nous montrer à quel point la glande est encore vascularisée ou pas. Ça, c'est une glande qui n'est pas vascularisée, on ne voit rien du tout, un petit peu vascularisée et vraiment bien vascularisée. Et ça pourrait devenir une aide, effectivement, à l'avenir, pour savoir quelle glande est complètement noire et donc vraiment ne reçoit plus de sang et qui devrait être transplantée. Et quelle glande, finalement, en fait, a un aspect macroscopique, un aspect visuel assez peu convaincant, mais finalement qui va recevoir du sang. Alors ça, c'est encore une fois une perspective d'avenir. Il n'y a pas de preuve absolue que ça fonctionne. C'est encore à l'étude. Donc, il nous faut encore un peu plus de preuves. En tout cas, dans l'étude là que je vous montre, c'était intéressant parce que tous les patients qui avaient au moins une glande vascularisée n'avaient pas d'hypoparathyroïdie post-opératoire. Donc c'est quand même une perspective d'avenir qui est très intéressante. Moi, j'ai fini avec mon propos. Si vous avez des questions, nous serons ravis d'y répondre avec le professeur Mirallier. Si vous avez d'autres questions, madame.
Comme on enregistre, je vous coupe, comme on enregistre pour après diffusion, je propose que chaque question, on va faire passer le micro pour qu'on puisse bien avoir le son des questions, si ça vous va. Merci. Ma question est: depuis quelle année on sait qu'il est préférable de laisser une glande parathyroïdie en place plutôt que de tout enlever? Plutôt que de tout enlever et d'essayer de la transplanter. Oui. Et ben ça, on le sait, en tout cas, on le recommande depuis 2 mois. Le texte vient de sortir. Voilà. Voilà. Merci. C'est une bonne question, celle que vous posez. En pratique, effectivement, c'est ce que je voulais revenir à propos des transplantations. Il y a une quarantaine d'années environ, c'est-à-dire l'âge de ceux qui m'ont appris la chirurgie, quand j'étais interne, c'était... Au cours d'une thyroïdectomie totale, il y a un très fort risque de dévascularisation des glandes parathyroïdes, a fortiori quand vous opérez un cancer thyroïdien. Donc la recommandation est plutôt cherchez vos glandes parathyroïdes, enlevez-les et transplantez-les. Comme ça, vous les avez retransplantées. En pratique, au cours de l'expérience, on s'est rendu compte que ce résultat exposait les patients à plus d'hypoparathyroïdie définitive. Et petit à petit, effectivement, les gens sont revenus en arrière en transplantant de façon systématique, beaucoup moins souvent les glandes parathyroïdes. Donc, si c'est effectivement recommandé officiellement par les sociétés savantes depuis quelques mois, finalement, ça fait une dizaine ou une quinzaine d'années que les chirurgiens endocriniens, enfin ceux qui connaissent bien dans les congrès, de plus en plus, les gens disant « moi, je fais tout pour les laisser en place, je transplante le moins possible ». La transplantation, c'est pas une façon qui va régler le problème, parce qu'en pratique, on transplante du tissu qui est complètement dévascularisé. On sait dans les études que quand on transplante du tissu hyperfonctionnel, parce que ça arrive dans certaines maladies des glandes parathyroïdes que connaît bien le docteur Lebras, on sait que ces transplants peuvent redevenir fonctionnels et même parfois hyperfonctionnels, mais sur le tissu parathyroïdien sain et accidentellement dévascularisé, les données sont quand même beaucoup moins fortes sur la qualité des résultats de la transplantation. Globalement, ça marche, mais c'est pas du 100%. Donc on ne met pas son patient à l'abri d'une complication définitive en lui prélevant ses glandes pour les transplanter. Ça, c'est une fausse sécurité. Il faut tout faire, comme l'a dit Samuel Frey, pour laisser en place les glandes parathyroïdes et laisser en place du tissu vascularisé, c'est-à-dire bien connaître la vascularisation de la thyroïde et des parathyroïdes pour les préserver. C'est souvent des questions d'attention péropératoire parce que les parathyroïdes peuvent être un peu sous la capsule thyroïdienne, un peu cachés, et si on ne les cherche pas, de toute façon, on va les emporter en toute bonne volonté avec la glande thyroïde. Voilà. Alors, les gros progrès pour moi en chirurgie, c'est d'abord l'hyperspécialisation des chirurgiens. Il y a 40 ans, la chirurgie endocrinienne française, ça n'existait pas. Enfin, il y avait quelques chirurgiens qui faisaient essentiellement de ça. Mais les vraies notions de chirurgie endocrinienne, c'est-à-dire de gens qui font quasiment que ça dans leur pratique, c'est assez récent. Les sociétés les plus anciennes, c'est les sociétés américaines, elles ont moins de 45 ans. La société française, elle a été créée en 88. C'est à ce moment-là que les gens qui faisaient cette chirurgie sont regroupés, et c'est ça qui fait progresser la connaissance et qui a poussé des gens à s'hyper-spécialiser. Actuellement, enfin, dans le service, tous les praticiens ne font qu'un seul type de chirurgie. Il y en a qui font que de la chirurgie colorectale, il y en a qui font que de la chirurgie hépato-biliaire pancréatique, et il y en a, comme moi, qui ne font que de la chirurgie endocrinienne. Donc ça, on améliore la qualité des soins. Samuel Frey vous a bien insisté sur les indications opératoires. Globalement, il y a 10 ans, c'était 50 000 thyroïdectomies par an. Maintenant, on est plutôt de l'ordre de 30 000, 20 ou 30 000 thyroïdectomies. C'est à la fois une chirurgie qui a été limitée pour les petits cancers thyroïdiens. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des papiers qui parlaient de surdiagnostic, mais effectivement, il y avait beaucoup de gens qui étaient opérés de façon excessive, déjà opérés. Le geste était peut-être lui-même excessif, c'est-à-dire qu'on considérait qu'il fallait faire une thyroïdectomie totale pour éviter d'avoir une récidive dans le lobe restant, ou surtout de pouvoir compléter le traitement chirurgical par de l'iode radioactive. On peut donner de l'iode uniquement si le patient a une thyroïdectomie totale, sinon c'est le tissu thyroïdien sain qui capte l'iode. Donc on a limité les indications de thyroïdectomie totale en faisant des lobectomies pour des cancers thyroïdiens. Et de plus en plus, des gros goitres bénins
sont surveillés parce qu'on sait le nodule est volumineux, il n'est pas symptomatique, le risque de compression trachéale est quand même très faible, ça ne se met pas à pousser d'un coup. Et c'est des patients qui peuvent être surveillés, voire traités par d'autres moyens que la chirurgie, comme la radiofréquence. En gros, on détruit par le chaud, le froid, l'alcool, tout ce que vous voulez, en injectant dans le produit, on détruit le nodule pour diminuer son volume et donc diminuer le symptôme. Voilà. Les techniques de fluorescence sont vraiment à l'essai. Aujourd'hui, il n'y a pas de validation sur la qualité de ces études. C'est sûrement des voies de recherche très importantes, mais je pense que le critère essentiel pour la prévention, c'est la formation des chirurgiens. Et en gros, je ne dois pas opérer 5 thyroïdes dans l'année parce que je fais de la chirurgie dite générale. C'est-à-dire, ne devrait faire cette chirurgie que des gens qui ont l'habitude. Ces quotas ont été imposés pour les chirurgies, pour la cancérologie. Non, mais ces quotas ont été imposés en cancérologie digestive. Vous ne pouvez pas opérer 2 cancers du rectum par an. Les centres n'ont pas d'agrément. Voilà. Ça s'est imposé. Ça ne s'est pas encore imposé dans ce type de chirurgie, mais c'est l'évolution naturelle. Ça se fera. Et de toute façon, de facto, ça se fait parce que les médecins correspondants, de plus en plus, n'envoient qu'aux chirurgiens qui ont l'habitude de faire ça. Moi, dans ma consultation, je ne vois plus jamais de hernie, vésicule, ou choses que je faisais quand j'étais chef de clinique, parce que les gens m'adressent ce que je fais bien et le plus souvent, quoi. La question que je voulais vous poser, c'était combien de temps maximum durerait en fait cette période transitoire, et parce que si vous les avez laissés en place, combien de temps ça peut mettre pour se revasculariser? Généralement, et quelles sont les analyses qui vous permettent de constater qu'elles reprennent du service? Généralement, on dit 6 mois. Généralement, on dit qu'au bout de 6 mois, il n'y a plus de récupération. C'est ce qu'on voit dans la littérature scientifique. Les analyses, alors classiquement, c'est la PTH. On dit une PTH basse. Alors une PTH basse, ça veut dire quoi? On dit en dessous de la norme du labo, dans les études. Oui, mais sous ce traitement, la PTH peut être aussi basse, liée justement au traitement à partir du moment où vous êtes sous vitamine et calcium, puisque ça ferait effondrer aussi théoriquement la PTH, il me semble. C'est vrai que c'est le couple calcium-PTH. Je pense que Maëlle va aussi en parler. Effectivement, on dit 6 mois. Après, il y a des cas cliniques de personnes qui auraient récupéré 2 ans après, mais ça se compte même pas sur le doigt d'une main, donc on est plus sur 6 mois, mais même déjà, j'ai envie de dire, à 3 mois, quand les gens n'ont pas récupéré, on commence à les préparer au fait que ça ne va pas récupérer, quoi. Effectivement. Et donc c'est le couple calcium-PTH. Il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être des dosages de parathormone qui sont normaux, mais normaux sous calcium, alpha, etc., avec une hypocalcémie. Donc vous êtes aussi hypopara. Vous voyez ce que je veux dire? Le dosage de PTH, il peut être normal chez certains d'entre vous, mais il y a quand même une hypopara parce qu'il y a une hypocalcémie. Il y avait une autre question là, si on a 2 minutes. Peut-être une dernière question. Je reprends le micro. Voilà. Moi, je voulais juste savoir si l'ensemble des chirurgiens français qui pratiquent cette opération ont bien la connaissance que vous venez de nous apporter. Est-ce qu'ils font tous partie de sociétés savantes? Parce que quand on se fait opérer, qu'on est patient, notre endocrinologue nous indique... Moi, je me suis fait opérer par un ORL qui m'a dit qu'il pratiquait régulièrement la thyroïdectomie. Mais comment vraiment savoir? On est un peu démunis. On ne connaît pas les chirurgiens avant d'être opérés. Ça, c'est un petit peu difficile de répondre. Ça dépend du volume opératoire, probablement, du chirurgien. Non, tous ne font pas partie de sociétés savantes, mais normalement, tout chirurgien doit connaître les recommandations. Et c'est pas opposable, hein, les recommandations, c'est pas obligatoire, mais c'est le bon sens de suivre l'état actuel des connaissances de la science et de l'expérience des experts qui ont proposé ces recommandations. À l'avenir, M. Mirallier parlait d'une espèce de certification. Hein. Il faudra justifier d'un certain nombre de chirurgies annuelles, et ça commence à être mis en place, et même au niveau européen en chirurgie endocrinienne. Il faudra justifier d'un certain nombre de chirurgies endocriniennes pour pouvoir réaliser cette chirurgie-là. Ça se met en place doucement, mais ça se met en place. Merci beaucoup à tous les deux. J'espère que, oui, je pense qu'on peut effectivement vous applaudir.